Il était une fois près d'une forêt un homme, sa femme et leurs 2 filles. L'une était la fille de l'homme, l'autre celle de la femme. La fille de l'homme était belle et gentille, mais celle de la femme était laide et méchante. Sa mère, cependant, l'ignorait et la trouvait la plus envoûtante des jeunes filles. Un jour, l'homme appela sa fille et lui demanda de l'accompagner dans la forêt pour couper du bois. Ils travaillèrent dur toute la journée, mais malgré leurs efforts, ils eurent très froid car il pleuvait des cordes. Et lorsqu'ils rentrèrent, ils étaient trempés jusqu'aux os. À son grand désarroi, l'homme s'aperçut alors qu'il avait oublié sa hache. Et il savait que si elle restait toute la nuit dans la boue, elle rouillerait et deviendrait inutilisable. Il dit donc à sa femme : « J'ai laissé tomber ma hache dans la forêt. Dis à ta fille d'aller la chercher, car la mienne a travaillé dur toute la journée et elle est trempée et fatiguée. » Mais la femme répondit : « Si ta fille est déjà trempée, c'est une raison de plus pour qu'elle aille chercher la hache. De plus, c'est une fille forte et courageuse, et un peu de pluie ne lui fera sans doute pas de mal, alors que ma fille attraperait sûrement un gros rhume. » Fort de sa longue expérience, l'homme savait qu'il était inutile de dire quoi que ce soit de plus. Et avec un soupir, il dit à la pauvre fille qu'elle devait retourner dans la forêt chercher la hache. La marche fut longue, car il faisait très sombre et ses chaussures s'enfonçaient souvent dans la boue. Mais elle était aussi courageuse que belle et n'envisagea jamais de repousser chemin simplement parce que le sentier était difficile et désagréable. Enfin, sa robe déchirée par des ronces invisibles et son visage éraflé par les brindilles, elle atteignit l'endroit où son père et elle avaient coupé du bois le matin et trouva la hache à l'endroit où ils l'avaient laissée. À sa grande surprise, 3 petites colombes étaient perchées sur le manche, l'air bien triste. « Pauvre petite, pourquoi restez-vous là à vous mouiller ? Allez donc rentrer au nid, il y fera bien plus chaud. Mais d'abord, mangez ce pain que j'ai gardé de mon dîner, et peut-être vous sentirez-vous mieux. C'est la hache de mon père sur laquelle vous êtes assise, et je dois la récupérer au plus vite. Sinon, ma belle-mère sera furieuse. » Elle émietta ensuite le pain par terre et fut ravie de voir les colombes s'envoler joyeusement vers lui. « Au revoir !» Elle ramassa la hache et reprit le chemin de la maison. Une fois qu'elles eurent fini toutes les miettes, les colombes se sentirent beaucoup mieux et purent regagner leur nid au sommet d'un arbre. C'est une bonne fille. J'étais vraiment trop faible pour déployer une aile avant son arrivée. J'aimerais faire quelque chose pour lui témoigner ma gratitude. Eh bien, offrons-lui une couronne de fleurs qui ne se fanera jamais tant qu'elle la portera. Et que les plus petits oiseaux chanteurs du monde se posent parmi les fleurs. Oui, ce sera parfait. » Et lorsque la jeune fille entra dans sa chaumière, une couronne de boutons de rose ornait sa tête et une foule de petits oiseaux chantaient en silence. Le père, assis près du feu, pensait que, malgré ses vêtements boueux, il n'avait jamais vu sa fille aussi belle. Mais la belle-mère et l'autre fille étaient rongées par l'envie. Comme il est absurde de se promener par une nuit pareille, ainsi paraît. Tout en parlant, elle arracha brutalement la couronne pour la poser sur sa propre fille. Aussitôt, les roses se fanèrent et brunirent, et les oiseaux s'envolèrent par la fenêtre. « Voyez comme c'est une chose futile. Maintenant, prenez votre souper et allez vous coucher, car il est presque minuit. » Mais même si elle feignait de mépriser la couronne, elle désirait ardemment que sa fille en ait une semblable. Or, le lendemain soir, le père, qui était allé seul dans la forêt, revint une seconde fois sans sa hache. Le cœur de la belle-mère se réjouit à cette vue, et elle dit d'un ton doux : « Mais tu as encore oublié ta hache, insouciant. Ta fille restera à la maison, et la mienne ira la chercher. » Puis, jetant un manteau sur les épaules de la jeune fille, elle lui ordonna de se hâter vers la forêt. La demoiselle se mit en route de mauvaise humeur, grommelant tout autour d'elle. Car, bien qu'elle désirât la couronne, elle ne souhaitait pas du tout se donner la peine de l'obtenir. Lorsqu'elle arriva à l'endroit où son beau-père coupait du bois, la jeune fille était de très mauvaise humeur. Et lorsqu'elle aperçut la hache, elle vit les 3 petites colombes, la tête baissée et les plumes sales et débraillées, posées sur le manche. « Sale créature, partez immédiatement ou je vous jetterai des pierres !»
Et les colombes, effrayées, déployèrent leurs ailes et s'envolèrent jusqu'à la cime d'un arbre, leur corps tremblant de colère. Que ferons-nous pour nous venger d'elle? Nous n'avons jamais été traités ainsi auparavant. Jamais. Nous devons trouver un moyen de la rembourser avec sa propre monnaie. Je sais. Elle ne pourrait jamais dire autre chose que « sale créature » jusqu'à la fin de sa vie. Oh, comme c'est ingénieux! Cela fera parfaitement l'affaire. Et elles battirent des ailes et gloussèrent si fort de joie, faisant un tel vacarme, qu'elles réveillèrent tous les êtres des arbres voisins. « Que se passe-t-il » demanda l'un d'eux, encore ensommeillé. « C'est un secret !» Entre-temps, la jeune fille était rentrée chez elle plus fâchée que jamais. Mais dès que sa mère l'entendit soulever le loquet de la porte, elle accourut pour écouter ses aventures. « Alors, tu as trouvé la couronne ?»« Sale créature !»« Ne me parle pas comme ça, que veux-tu dire ?»« Sale créature !» répéta la fille, et elle ne put rien dire d'autre. Alors la femme comprit qu'un malheur l'avait frappée, et dans sa rage se tourna vers sa belle-fille. « Tu es à l'origine de tout ça, je le sais. » Si la vie de la pauvre fille avait déjà été misérable, elle était 10 fois pire maintenant, car dès que son père avait le dos tourné, les autres la raillaient et la tourmentaient du matin au soir. Et leur fureur était accrue par la vue de sa couronne que les colombes avaient reposée sur sa tête. Les choses se déroulèrent ainsi pendant quelques semaines jusqu'au jour où, tandis que le fils du roi traversait la forêt à cheval, il entendit des oiseaux étranges chanter d'une voix plus douce que jamais. Il attacha son cheval à un arbre et suivit le chant. À sa grande surprise, il aperçut devant lui une belle jeune fille coupant du bois, une couronne de boutons de rose rose ornant sa tête, d'où provenait le chant. À l'abri d'un arbre, il la contempla longuement, puis il s'approcha et lui adressa la parole. « Belle demoiselle, qui êtes-vous et qui vous a offert cette couronne de roses chantantes ?» Car les oiseaux étaient si petits que, à moins de regarder de près, on ne les voyait jamais. « Je vis dans une cabane à la lisière de la forêt, » répondit-elle en rougissant, car jamais elle n'avait parlé à un prince auparavant. « Quant à la couronne, je ne sais pas d'où elle vient, à moins qu'elle ne provienne de quelques colombes que j'ai nourries lorsqu'elle mourait de faim. » Le prince fut ravi de cette réponse, qui témoignait de la bonté de cœur de la jeune fille. De plus, il était tombé amoureux de sa beauté et ne serait satisfait que lorsqu'elle lui promettrait de revenir avec lui au palais et de devenir son épouse, ce qu'elle accepta. Le vieux roi fut naturellement déçu du choix de son fils, car il aurait souhaité qu'il épouse une princesse voisine. Mais comme, depuis sa naissance, le prince avait toujours fait ce qui lui plaisait, on n'en dit rien et un somptueux festin de noces fut préparé. Le lendemain de son mariage, la mariée envoya un messager porteur de magnifiques présents à son père, lui annonçant la bonne fortune qui l'avait frappée. Comme on peut l'imaginer, la belle-mère et sa fille furent si rongées par l'envie qu'elles en tombèrent malades et durent rester alitées. Personne n'aurait regretté qu'elle ne se relève jamais, mais il n'en fut rien. Finalement, elles commencèrent à se sentir mieux, car la mère imagina un stratagème pour se venger de la jeune fille qui ne lui avait jamais fait de mal. Voici son plan. Dans la ville où elle avait vécu avant son mariage, il y avait une jeune sorcière plus douée en magie que toutes celles qu'elle connaissait. Elle irait la supplier de lui confectionner un masque à l'effigie de sa belle-fille. Une fois le masque en sa possession, le reste serait un jeu d'enfant. Elle confia son intention à sa fille qui, bien que ne pouvant que murmurer « Vilaine créature !» acquiesça d'un signe de tête, sourit et parut ravie. Tout se déroula exactement comme la femme l'avait espéré. Grâce à son miroir magique, la sorcière aperçut la nouvelle princesse se promenant dans ses jardins et en quelques minutes, elle confectionna un masque si ressemblant à elle que rares furent ceux qui auraient pu les distinguer. Elle conseilla toutefois à la femme « Lorsque ta fille le portera pour la première fois, elle fera mieux de simuler un mal de dents et de se couvrir la tête d'un voile de dentelle. »
La femme la remercia et la paya généreusement, puis retourna à sa chaumière en portant le masque sous son manteau. Quelques jours plus tard, elle apprit qu'une grande chasse était prévue et que le prince quitterait le palais très tôt le matin, laissant ainsi sa femme seule toute la journée. C'était une occasion à ne pas manquer, et, emmenant sa fille avec elle, elle se rendit au palais où jamais elle n'était allée. La princesse, trop heureuse dans sa nouvelle demeure pour se souvenir de toutes les souffrances endurées dans l'ancienne, les accueillit chaleureusement et leur offrit de nombreux objets précieux. Enfin, elle les conduisit sur le rivage pour leur montrer une barque que son époux avait fait construire pour elle. C'est alors que la femme, saisissant l'occasion, se glissa derrière elle et la poussa du rocher où elle se tenait dans les eaux profondes. Puis elle fixa le masque sur la tête de sa propre fille, jeta sur ses épaules un manteau de velours que la princesse avait laissé tomber, et enfin plaça un voile de dentelle sur sa tête. « Pose ta joue sur ta main comme si tu avais mal quand le prince reviendra, et surtout, ne parle pas. Je retournerai voir la sorcière pour voir si elle peut lever le sort que ces horribles oiseaux t'ont jeté. Ah, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» À peine le prince était-il entré dans le palais qu'il se précipita dans les appartements de la princesse, où il la trouva allongée sur le canapé, visiblement très souffrante. « Ma chère épouse, qu'est-ce qui ne va pas ?» s'écria-t-il en s'agenouillant près d'elle et en essayant de lui prendre la main. Mais elle la retira brusquement et, pointant sa joue, murmura quelque chose qu'il ne put comprendre. « Qu'est-ce que c'est ? Dites-moi. La douleur est-elle forte ? Quand a-t-elle commencé ? Dois-je envoyer chercher vos dames pour baigner l'endroit ?» Il déversa ces questions et une douzaine d'autres auxquelles la jeune fille se contenta de secouer la tête. « Mais je ne peux pas vous laisser comme ça, » poursuivit-il en se levant brusquement. « Je dois faire venir tous les médecins de la cour pour appliquer des baumes apaisants sur la plaie. » Et sur ces mots, il se dirigea vers la porte. Mais dès qu'il s'approcherait d'elle, pensa la fausse princesse, la supercherie serait aussitôt découverte. Alors, oubliant le conseil de sa mère de ne pas parler, et même le sort qui lui avait été jeté, elle saisit la tunique du prince et s'écria d'une voix suppliante « Sale créature !» Le prince s'arrêta, incrédule, mais supposa que la douleur avait irrité la princesse, comme cela arrive parfois. Cependant, il devina d'une manière ou d'une autre qu'elle préférait être laissée tranquille et se contenta de dire « Eh bien, j'ose dire qu'un peu de sommeil vous fera du bien si vous arrivez à en avoir et que vous vous réveillerez en meilleure forme demain. » Or, cette nuit-là était particulièrement chaude et étouffante, et le prince, après avoir vainement tenté de se reposer, finit par se lever et se dirigea vers la fenêtre. Soudain, au clair de lune, il aperçut une silhouette couronnée de roses surgir de la mer en contrebas et poser le pied sur le sable, les bras tendus en sa direction. « Cette jeune fille ressemble étrangement à ma femme. Il faut que je la voie de plus près. » Et il se hâta vers l'eau. Mais lorsqu'il arriva, la princesse, car c'était bien elle, avait complètement disparu. Et il commença à se demander si ses yeux ne l'avaient pas trompé. Le lendemain matin, il se rendit dans la chambre de sa fausse épouse, mais ses dames de compagnie lui dirent qu'elle ne parlait pas et ne se levait pas, bien qu'elle dévorât tout ce qu'on lui servait. Le prince était fort perplexe quant à ce qui pouvait bien lui arriver, car il ne pouvait évidemment pas deviner qu'elle attendait le retour de sa mère à chaque instant pour lever le sort que les colombes lui avaient jeté, et qu'en attendant, elle craignait de parler et de peur de se trahir. Finalement, il se résolut à convoquer tous les médecins de la cour. Il ne lui dit rien de ce qu'il allait faire, de peur d'aggraver son état, mais s'y rendit lui-même et pria les 4 savants attachés au roi de le suivre dans les appartements de la princesse. Malheureusement, à leur entrée, la princesse, furieuse à leur vue, oublia les colombes et hurla « Sale créature ! Sale créature !» Ce qui offensa tellement les médecins qu'ils quittèrent aussitôt la pièce, et rien de ce que le prince put dire ne parvint à les retenir. Il essaya alors de persuader sa femme de leur renvoyer un message pour s'excuser de son impolitesse, mais elle ne dit pas un mot. Tard dans la soirée, après avoir accompli toutes les tâches fastidieuses qui incombent à tout prince, le jeune homme, penché à la fenêtre, profitait de la brise marine. Ses pensées revinrent à la scène du matin,
et il se demanda s'il n'avait pas commis une grave erreur en épousant une femme de basse extraction, aussi belle fût-elle. Comment avait-il pu imaginer que la jeune fille douce et paisible qui avait été une si charmante compagne durant les premiers jours de leur mariage puisse se transformer en un jour en cette femme grossière et boudeuse, incapable de maîtriser son caractère même pour son propre intérêt? Une chose était claire, si elle ne changeait pas de comportement très rapidement, il devrait la renvoyer de la cour. Il était plongé dans ses pensées lorsque son regard se posa sur la mer en contrebas, et là, comme auparavant, se tenait la silhouette qui ressemblait tant à sa femme, les pieds dans l'eau, les bras tendus vers lui. « Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi » cria-t-il, sans même se rendre compte qu'il parlait. Mais lorsqu'il atteignit le rivage, il n'y eut rien d'autre que les ombres projetées par le clair de lune. Une cérémonie d'État dans une ville assez éloignée incita le prince à partir à l'aube sans revoir sa femme. Peut-être aura-t-elle repris ses esprits demain, et de toute façon, si je dois la renvoyer chez son père, il vaudrait mieux ne pas nous voir entre-temps. Puis il chassa cette pensée de son esprit et se concentra sur le devoir qui l'attendait. Il était presque minuit lorsqu'il retourna au palais, mais au lieu d'y entrer, il descendit sur le rivage et se cacha derrière un rocher. À peine avait-il fait cela que la jeune fille sortit de la mer et tendit les bras vers la fenêtre. En un instant, le prince lui saisit la main et, bien qu'elle se débattît avec peur pour atteindre l'eau, car elle aussi était sous l'emprise d'un sort, il la retint fermement. « Tu es ma femme et je ne te laisserai pas partir. » Mais à peine ces mots prononcés, il s'aperçut qu'il tenait un lièvre par la patte. Le lièvre se changea alors en poisson, le poisson en oiseau, et l'oiseau en un serpent visqueux et frétillant. Cette fois, la main du prince faillit s'ouvrir d'elle-même, mais il fit un effort surhumain pour garder les doigts fermés, puis le serpent prit la forme de sa bien-aimée. Le sortilège rompu, la jeune fille se tenait devant lui telle qu'il l'avait vue la première fois, la couronne sur la tête et les oiseaux chantant de joie. Le lendemain matin, la belle-mère arriva enfin au palais avec un onguent que la sorcière lui avait donné pour l'appliquer sur la langue de sa fille. Cet onguent était censé rompre le sortilège de la colombe. Pour plus de sécurité, la jeune sorcière allait jeter un sort à la vraie princesse, ce qu'elle fit. Après quoi, la méchante belle-mère voyagea toute la nuit pour arriver au palais au plus vite et se dirigea directement vers la chambre de sa fille. « J'ai trouvé, s'écria-t-elle triomphalement, et elle déposa la pommade sur la langue de sa fille. « Alors, qu'en dites-vous ?»« Sale créature, sale créature !» Et la mère se tordit les mains et pleura, car elle savait que tous ses plans avaient échoué. À ce moment-là, le prince entra avec sa véritable épouse. « La princesse m'a supplié d'épargner vos vies. Vous serez donc embarqués sur un navire et emmenés sur une île déserte. » Le navire fut alors préparé, la femme perverse et sa fille furent embarquées, et il prit la mer. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Le père de la princesse reçut les terres sur lesquelles il habitait, il devint riche et épousa une troisième femme noble et généreuse. Quant au prince et à la princesse, ils vécurent longtemps et heureux ensemble et gouvernèrent bien leur peuple. Voilà, le conte est terminé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de booster la vidéo, mets un like, laisse un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, car il n'y a que toi qui peux faire grandir la chaîne. Et à bientôt.